Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à le thème de l'évaluation. Mesurer l'impact social, c'est devenu aujourd'hui une injonction des financeurs tant publics que privés. Cette injonction entraîne à nos yeux une transformation profonde de la politique associative. Pourtant, elle entre de plus en plus dans le langage courant des associations. Elle s'invite comme une évidence pour réussir à faire la preuve que l'action est efficace, avec l'idée en creux d'une question permanente: à quoi ça sert ce que vous faites? Et qui sous-entend aussi un soupçon derrière un peu d'inutilité. Pour répondre à cette question, on impose un peu la mesure de l'impact de plus en plus comme quelque chose d'incontournable et en plus neutre pour essayer de rendre visible l'utilité sociale des associations. Or, à nos yeux, il n'y a rien de moins neutre que cette notion qui permet la marchandisation tranquille de l'action associative. La notion de mesure d'impact social, elle est intimement liée, à notre avis, à la notion d'investissement à impact social qui vise donc à allier action sociale et retour financier calculés sur des résultats à atteindre. Une approche qui, dans le même temps, financiarise et dépolitise tout le secteur de l'action associative. Je vais vous citer Nicolas Chauchoy et Emmanuel Besançon de l'Institut Godin qui ont écrit dans un papier qui est vachement intéressant, qu'il faudra que je vous mette en lien dans le pad, mais là, évidemment, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je devrais, qui écrit: le propre de l'impact social est d'être mesurable. Et du coup, ça suppose de considérer les grands problèmes sociaux comme des enjeux techniques. Alors, dans ce cadre, à chaque problème, sa solution, et il suffit qu'un opérateur social la mette en œuvre. Par ailleurs, cette notion de mesure d'impact social, elle pense possible d'isoler l'effet d'une organisation sur une population cible, pour pouvoir le mesurer, indépendamment de tout l'environnement dans lequel cette population vit. Cette approche s'inscrit dans une vision managériale, calquée sur le modèle de l'entreprise appliqué à l'association. Et dans cette dernière, l'association, dans ce cadre, est de plus en plus poussée à devenir entrepreneuriat social. Cette gestion axée sur les résultats veut la preuve que les ressources investies amènent aux résultats prédéfinis. Pour ce faire, il faut donc construire toute une batterie d'indicateurs et tout un marché s'est désormais constitué pour répondre à ce besoin. En parallèle de ce marché, il y a toute une dynamique pour rendre cette notion culturellement acceptable. Des colloques, des forums, des journées d'études, des webinaires, des propositions multiples de cabinets, des universitaires qui aussi proposent de travailler sur l'évaluation via cette notion de mesure d'impact social. Je vous conseille notamment de lire les travaux de Marion Serre, qui est une chercheuse de l'Université de Lille, qui vient de faire toute une étude sur l'évaluation de l'impact social et qui, elle, parle d'une idéologie qui colonise l'action associative et qui permet le développement de tout un marché. Et l'État encourage cette tendance, en fait. Clairement. Un très récent rapport gouvernemental intitulé « Évaluation des actions associatives » est sorti au mois d'avril dernier. Il veut installer une culture de l'évaluation au sein du monde associatif et, je cite, « harmoniser les méthodes ». Derrière ce terme d'harmoniser les méthodes, en réalité, le rapport vise une méthode unique, celle de la mesure de l'impact social. Elle envisage même, le rapport, il envisage même référentiel pour tout l'associatif. Bon, ils reviennent un peu dessus, après ils disent que c'est un peu compliqué à construire et que finalement on fait un référentiel sectoriel pour que ça soit un peu plus simple. Donc cette mesure de l'impact, elle semble incontournable et pourtant elle interroge en profondeur les relations entre les associations et les financeurs, qu'ils soient publics ou privés. D'ailleurs, dans tout ce débat, le terme association tend à disparaître pour devenir plutôt un projet, une entreprise de l'ESS, un opérateur social, un entrepreneuriat. Comme si le terme d'association, en fait, il paraît un peu moins comme il renvoie une notion
de liberté associative, de transformation sociale, d'émancipation qui peut-être ça ne colle pas parfaitement à la mesure de l'impact social. Donc, en fait, les associations sont un peu coincées avec cette injonction, parce qu'elles sont et par l'État et par leurs financeurs poussées à montrer, à faire preuve de leur utilité. Donc, comment faire face à cette injonction? C'est pour ça qu'on a invité, enfin que Tarek fait partie, pas qu'on a invité, mais que voilà, il va nous présenter les travaux menés par le mouvement des régies de quartier, parce qu'il tente de répondre à cette injonction très compliquée. Et il va nous montrer le travail qu'il mène avec l'Institut Godin pour construire un cadre d'évaluation qui soit pertinent avec leur projet. Et donc, je te laisse la parole. Très bien. Ça va le son? Oui. Très bien. Ça a l'air validé. Je tente. Alors, donc d'abord, avant de rentrer un petit peu dans le contenu des travaux de l'Institut Godin, puisqu'on s'est fait accompagner par l'Institut Godin pour réfléchir, quelques petits propos introductifs. D'abord, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde et c'est important pour la suite, qu'est-ce que c'est qu'un projet de régie de quartier? Finalement, la question elle est compliquée. La question de l'utilité sociale d'un projet de régie est compliquée parce qu'on considère qu'un outil de régie, c'est d'abord un projet politique. C'est un projet politique de transformation un peu des modalités de gestion de territoires fragiles, pour le dire un peu rapidement. Fondamentalement, ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que le projet vise à considérer que les territoires fragiles sont des biens communs, quartiers populaires, milieux ruraux un peu isolés, un peu fragiles, etc. Et donc, en tant que bien commun, un élément de la réponse aux problématiques qui s'y posent, c'est d'essayer d'apporter des réponses collectives. Voilà, et de gérer ensemble cet espace public qui est dans un quartier populaire, qui est mis à un territoire rural, etc. Ça passe par une gouvernance collective, une gestion urbaine partagée, etc. Mais fondamentalement, le projet politique, il est là. Il est de dire, agrégeons les légitimités et les forces en présence sur des territoires où il y a des difficultés fortes, et il faudra qu'on les résolve ensemble. Avec une spécificité en plus sur ce collectif de travail qu'on essaye d'installer, c'est que les habitants soient un peu fer de lance de tout ça. À la fois à l'initiative de la démarche, à la fois bénéficiaire de la démarche, à la fois porteur de la démarche. Bref, la figure de l'habitant est quand même centrale aussi dans ce projet-là. Et ce projet politique, il se traduit très concrètement par le fait qu'on a des associations, régies de quartier, qui font du développement économique local, de l'emploi local en recrutant des habitants pour les faire bosser sur les métiers de la gestion urbaine, sur l'entretien de leur quartier, de la ville, etc. Et qu'on a aussi un dispositif qui cherche à répondre à des besoins qui ne sont pas couverts. Donc on construit aussi des actions sociales, des cafés, des garages, des jardins, des que sais-je. Et finalement, c'est tout ça une régie de quartier. Donc comment est-ce qu'on juge l'utilité d'un projet de ce type-là? C'est compliqué. Ça, c'est le premier élément. C'est un peu à la croisée du community organizing à l'américaine. Voilà, une communauté de vie, une communauté d'habitants se mobilise pour essayer de résoudre elle-même les problématiques. De logique de développement économique local, de développement social local, etc. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, le réseau des régies, il s'est construit depuis le début, on a à peu près 33 ans. Il a essayé depuis le début de construire ses propres outils. C'est-à-dire, on a un projet qui est un peu atypique, qui nous est propre, et on n'est pas sûr qu'on puisse y calquer, y décliner des outils un peu tout faits, un peu clés en main. Et donc c'est important qu'on essaye d'avoir nos propres outils qui soient hyper adaptés, qui soient du technique au service du politique, en gros. Ce qui explique que le réseau, il a très vite voulu avoir ses propres experts, ses propres chargés de mission qui interviennent auprès des régies pour les aider sur différentes problématiques, qu'on a nos propres démarches d'écriture de projets associatifs, qu'on a nos propres démarches de création de régies de quartier, etc., etc. Toujours pour que la technique ne l'emporte pas et ne relègue pas au second plan le fondement de notre projet, qui est un projet politique. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'est penché sur cette question de l'utilité sociale, sachant qu'on a été longtemps assez réticents à faire quoi que ce soit là-dessus? D'abord parce qu'il y avait une demande des régies parce que les régies étaient sollicitées localement, que même c'est des choses qu'on peut observer parfois dans certaines réponses à des appels d'offres ou à des marchés publics, pardon. Les régies répondent beaucoup à des marchés publics, ou à des appels à projets, voilà, montrez-nous, donnez-nous votre dernière mesure d'impact, prouvez-nous la valeur de votre projet sur le territoire, etc.
Qu'on avait des demandes de partenaires locaux, donc, élus notamment, élus en premier chef, demandes de partenaires nationaux aussi. Voilà, quand on va les voir, fondamentalement, il sert à quoi? C'est marrant, vous êtes installé à Grenoble depuis 30 ans, mais il y a encore des problèmes dans le quartier. Voilà, comme si une régie de quartier pouvait régler tous les problèmes de la politique de la ville. Et en plus, comme on est des structures, les régies sont des structures d'insertion, voilà, comme elles recrutent des habitants, des problématiques d'emploi fort, toutes les régies de quartier sont des structures de l'insertion par l'activité économique. C'est souvent ce pan-là qui prenait le dessus dès qu'on parlait un peu d'utilité. Parce que c'est le pan qui se prend soit le plus de place, et qui est le plus visible, et qui est le plus facile à appréhender. Donc oui, on disait souvent, c'est génial, on a créé tant d'emplois, on a tant d'heures de formation, on a tant de CDI à la sortie, bon, ce qui est très bien, évidemment, mais ce n'est qu'un bout, au final, de ce qu'on essaye de créer comme levier de transformation sur un territoire. Et donc pendant longtemps, on s'en sortait par des pirouettes de cette question-là, et je vais parler de vous la principale pirouette qu'on utilisait. Quand au national, on nous demandait, on nous titillait un peu sur ces choses-là, on disait qu'on n'avait pas, que ça ne nous intéressait pas de travailler à ces questions-là, et qu'on avait des signaux faibles pour juger un peu de cette utilité sociale. Et en l'occurrence, le signal faible qu'on utilisait, c'était qu'en 2005, pendant les émeutes, il n'y a aucune régie quartier qui a été brûlée. Et alors on donnait ça parce que pour nous, c'était un indicateur de finalement l'appropriation de cet outil-là par les habitants. Le fait de dire, parce que, comme on le dit en général, la régie, ça fonctionne, les habitants ne parlent pas de la régie, mais de leur régie. Voilà, c'est vraiment leur. C'est bon? Ouais. Non, on n'entend plus personne. Allô? Oui. Vous nous entendez bien? Ouais, c'est bien. Très bien. Bon, alors parfait, on y va. Et donc voilà, donc on a commencé avec l'Institut Gaudin en posant comme exigence de départ de rester dans une logique un peu ascendante et un peu de co-construction. Donc on a constitué un petit groupe de travail avec à peu près une dizaine de régies, certains présidents, certaines directions, certains acteurs un peu plus opérationnels du projet. On a essayé de mettre un peu tous les types de métiers qu'il peut y avoir dans une régie de quartier. Donc il y avait des personnes en charge de l'insertion, des chargés d'insertion, des encadrants, etc. Il y avait des chargés de lien social, il y avait des administrateurs bénévoles, il y avait des adhérents, etc. Bref. Et c'est avec eux, évidemment, qu'on a demandé à l'Institut de construire. Et donc ce que je vais vous présenter là, c'est un peu la restitution des travaux qui a été faite en conseil d'administration chez nous, et donc en espérant que ce soit parlant. Alors, comment je partage maintenant un document? Devenir présentateur, hop, et je sélectionne, il est où le truc? Présentation. Est-ce que vous voyez? Non, ah non. Si, mais ça va venir. Ah. Eh ben, on voit le PowerPoint. Ah bon, ben nous on le voit pas, mais si vous le voyez, c'est le principal. Très bien. Donc, si vous voyez le PowerPoint, on va aller très vite. Vous voyez le PowerPoint, vous voyez la diapo démarche globale? Oui, on voit. Très bien. Et vous voyez là, c'est un peu le déroulé qui a été suivi. D'abord, et ça c'est une exigence qu'on a posée très vite à l'Institut, c'était de faire une grosse revue de littérature, puisqu'en gros on voulait qu'il soit très au clair sur le projet. Ouais, donc en fait ils ont lu beaucoup d'écrits, notamment sur la jeunesse du projet, l'origine du projet, tous les travaux de sociologues qui a pu. Bref, il fallait qu'ils le maîtrisent parfaitement le projet régie avant de faire quoi que ce soit. Puis un groupe de travail qui a bossé sur un référentiel d'évaluation, un questionnaire qu'on a adressé à tous les régies et un peu de test de ce qui sortait pour vérifier que c'était à peu près dans les clous et à peu près opérant pour les régies de quartier. Ce qui en est sorti. Donc d'abord, ils ont interrogé assez fortement les enjeux de l'évaluation pour les régies. Alors, ça ne bouge pas, la diapo. Si, ça bouge pour nous. Hein. Ah, pour vous, ça bouge. Écoutez, c'est pas du tout à égalité là-dessus. Alors, vous voyez sur le petit tableau de synthèse qu'ils ont présenté ici, ce qu'ils voulaient regarder, c'était dans quelle mesure, à quel moment de la vie d'une régie,
l'intérêt de l'utilité sociale portait à poser un intérêt. Voilà, à quel moment c'était intéressant de se poser cette question-là. Et en fait, ce qui les a d'ailleurs un petit peu surpris, c'est que on peut penser que cette mesure-là, elle est pertinente après. Évidemment, on a fait, donc on veut montrer, voilà, on veut valoriser, on veut justifier, on veut se distinguer, etc., etc., ce qui est attendu. En revanche, ce qu'ils ont beaucoup vu, c'est que ça pouvait être aussi pertinent avant de se poser des questions-là, avant de lancer un projet, de se poser les questions de ce qu'on regardera, de comment on mesurera les choses, etc., notamment pour convaincre. Voilà, notamment dans la logique de discussion avec les partenaires, de se dire, mais en fait, si dès le début, dès le montage du projet, dès la réflexion dans le projet, on a anticipé ces questions-là, ça pourrait aider à faire adhérer les parties prenantes au projet. Donc vous voyez, il y a des enjeux qui sont différents selon les temps, qu'on soit avant, pendant ou après, et selon les échelles, et ça c'est aussi quelque chose qu'on a construit en marchant, c'est-à-dire qu'ils ont créé un outil d'évaluation sur deux échelles. Sur une échelle projet, je suis une régie et je monte un garage, je travaille sur les espaces verts ou je fais un jardin, et sur une échelle régie, alors là, c'est-à-dire sur la globalité de mon projet. Et ils ont trouvé important, vu les attentes des régies et vu les attentes des partenaires, et vu les différences quand même qu'il y a sur ces deux échelles-là, de distinguer les deux. Voilà, et de se dire c'est important d'avoir des outils pour le projet et des outils pour la régie en tant que telle. Et alors, ça vous donnera une bonne mesure. Ensuite, ils sont partis sur les éléments fondamentaux du projet, puisque c'est ça qui a été structurant derrière pour construire ce que eux, et donc je ne l'expliquerai pas à chaque fois, mais ce que eux appellent des marqueurs. En fait, voilà, si vous connaissez l'Institut Godin, c'est un peu ça la logique d'avoir des marqueurs du projet et d'être évidemment dans des échelles plutôt qualitatives de travail, plutôt que dans du quanti et du chiffrage pur et dur. Et donc, pour construire ces marqueurs, on en revient à la revue de littérature et donc à ce que de leur point de vue, ressortaient comme étant les éléments fondamentaux du projet. Et en fait, évidemment, les marqueurs, il fallait les construire de manière hyper cohérente avec ces éléments fondamentaux. Il y en a, ils sont listés à l'écran. Donc, le premier, l'élément sur lequel, évidemment, on a été très insistant, c'est la place de l'habitant, qui est quand même le cœur du réacteur dans un projet de régie. Et ensuite, il n'y a pas de hiérarchie, mais vous voyez, je vous laisse en prendre connaissance, mais la capacité à aller chercher des personnes éloignées des dispositifs classiques, ça c'est notamment tout le rôle à la fois d'ancrage, puisque les régies elles essayent d'être là où il n'y a pas grand monde, et d'appropriation de l'outil par les personnes, par les habitants. C'est-à-dire que parce que vous êtes une régie identifiée que tout le monde connaît, vous réussissez à raccrocher du monde. Il y a cette logique d'opérateur de co-construction. Voilà, où là, le fait de dire on est fondamentalement une structure qui a une gouvernance collective, qui agrège collectivités, bailleurs sociaux, habitants, associations, on doit être un opérateur privilégié de la co-construction à l'échelle locale. Qu'un des fondements du projet, c'est quand même l'espace public. L'espace public et le fait à la fois de mobiliser les habitants sur la transformation et l'appropriation de cet espace public et de travailler sur l'émancipation et le sentiment communautaire, donc une vraie logique de citoyenneté locale. Voilà. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. La création du lien social, ce qui est plutôt une incidence du projet, et le fait que c'est aussi intéressant de valoriser le travail, qui est fait à la fois par les permanents, c'est une distinction très insertion, qu'on n'aime pas trop, mais par les permanents et par les salariés en insertion auprès des financeurs. Donc là, il y a quand même la notion évidemment de travail, la montée en compétences et la professionnalisation, bien sûr, et la transversalité des services. L'idée que tout ça concourt à un seul et même objectif global de transformation et d'amélioration de la vie du quartier, de cohésion, etc., etc. Donc vous voyez, dans ces éléments fondamentaux, finalement, l'IAE, l'emploi, sort assez peu. Enfin, évidemment, une des composantes, mais c'en est une parmi d'autres. Voilà. Et vous voyez aussi, en lisant ces éléments fondamentaux, qu'il y en a assez peu qui paraissent facilement pouvoir déboucher sur du quanti, sur du chiffrage pur et dur. Que vraiment, sur ces éléments-là, qu'est-ce que vous voulez chiffrer derrière. Et donc, voilà le travail déjà pour poser les briques. On a commencé par ce volet-là, et voilà comment ils ont retranscrit ces éléments fondamentaux du projet. Alors, avant de poursuivre, est-ce que déjà c'est clair à ce stade? Est-ce que vous avez des questions, peut-être? C'est tout bon? Vous nous entendez bien?
Si, peut-être une petite question. Du coup, ça, c'est des marqueurs que vous avez construits dans un dialogue avec l'Institut Godin. Est-ce que du coup, vous qui aviez le nez dans l'action et dans le gameplay, il y a des marqueurs que vous ne voyez pas et qui ont été révélés par l'effet miroir que l'Institut Godin a pu produire sur vous? Alors, nous, au comité national, non, parce qu'on est des ayatollahs du projet. En revanche, localement, les régies, sans doute. Et c'est bien ça l'enjeu. Voilà. C'est bien pour ça qu'on veut donner une espèce de boîte à outils pour les régies et que ça les force un petit peu à se poser ces questions-là, que parfois il n'y a aucun jugement derrière, que parfois on oublie, on a laissé de côté, c'est pas notre focale, c'est pas notre priorité, etc. Donc non, on n'est pas tombé de notre chaise. En revanche, c'est vrai que ça, vous allez voir, hein, les marqueurs, ça a un aspect un peu effrayant. Et Godin a reconnu il en faut souvent des marqueurs comme ça. Il dit on n'a jamais fait autant de marqueurs. Voilà. Votre projet, il est tellement touffu et il intègre tellement de dimensions que on n'a pas réussi à faire plus court, à faire plus resserré. Donc il y a énormément de marqueurs. Donc on a quand même un enjeu derrière à ce que ça n'effraie pas et qu'on s'approprie aussi quand même cet outil-là. Mais non, nous, au comité national, il y a des choses qu'on était très contents de voir apparaître, et on était contents qu'ils les fassent ressortir de manière aussi forte, notamment les éléments de co-construction, les éléments de partenariat, les éléments d'action sur le territoire, etc., etc. Mais il n'y a rien qu'on ait découvert, à proprement parler. Ce qui est un peu rassurant quand même. Alors, donc vous voyez, la première échelle, c'est l'échelle du projet. Alors l'échelle du projet, eux, ils l'ont pensé dans cette espèce de boucle qui a un élément de contexte, en fait, un besoin local, un besoin remonté par des habitants, un besoin remonté par des partenaires, que sais-je. Ensuite, il y a un processus de travail qui s'engage pour construire le projet. On espère que ce projet produise évidemment des résultats. Et derrière, comment est-ce que on diffuse tout ça et comment est-ce que ça fait des petits, ça inspire, ça suscite des choses localement, etc., etc. Donc ça, c'est sur l'échelle du projet. Et vous voyez, sur l'échelle du projet, ils ont positionné des marqueurs sur ces différentes composantes de la construction d'un projet à l'échelle d'une régie. Donc je ne sais pas si la diapo a bougé. Voilà, elle a bougé. Et donc vous voyez, ils ont des marqueurs qui sont parfois bien positionnés sur le processus, les résultats, et d'autres qui sont un peu à cheval, évidemment, entre ces différentes composantes, si on veut, d'une chaîne de valeur ou d'une chaîne de construction d'un projet pour une régie de quartier. Et donc, vous voyez là, rien que sur le projet, on a 9 marqueurs, même 10, puisqu'il y a un 8 et un 8'. Ça ne nous aura pas échappé. Et évidemment, tout le suspense est là. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces marqueurs? Alors, on ne va pas tous les balayer. Hein. Je pense que l'idée, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir la démarche de travail et comment ça se traduit concrètement. Mais donc, sur les... Ça va arriver, je ne sais pas si ça a tourné chez vous, mais il y a la liste des marqueurs, normalement, qui doit apparaître à l'écran. Vous l'avez pas. Voilà. Donc, vous voyez, l'idée est que ces marqueurs-là suivent un peu ce processus, contexte, process, résultat, diffusion, et qu'on y retrouve l'essence même du projet. Donc le fait qu'on ait un besoin bien identifié, qu'on comprenne la genèse, voilà, on ne fait pas une action pour le plaisir ou pour le fric, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Les bénéficiaires, où ils sont? Est-ce qu'ils sont à la construction de l'action? Est-ce qu'ils sont uniquement en bout de chaîne et c'est eux qui en profitent? Est-ce qu'ils sont intégrés dans la construction? Et donc, finalement, dans le projet en tant que tel, etc. Les partenariats, dans quelle mesure est-ce qu'on fait avec? Ce qui est fondamentalement un des enjeux des régies, évidemment, c'est d'essayer de rassembler les forces vives. Donc, comment on fait intervenir les partenaires? Qui a accès à ce projet qu'on a mené? Est-ce qu'il contribue à ce que les bénéficiaires, les habitants s'approprient l'espace public? Est-ce qu'il y a une dimension autour de ça? Est-ce qu'il crée du lien? Et comment, derrière, est-ce qu'on le diffuse et est-ce qu'on capitalise autour de ça? Et la petite cerise sur le gâteau, ce projet, son ancrage territorial, c'est quoi? Sachant que ça, c'est une dimension importante parce que quand on crée une régie, et tout au long de la vie de la régie, l'élément le plus structurant de son projet associatif, c'est son territoire, c'est son échelle d'intervention. Une régie, elle est légitime et elle a du sens que sur un territoire bien défini et bien donné, et bien délimité. Si vous êtes une régie de quartier à Montreuil, ça n'a pas de sens d'aller travailler à Noisy-le-Sec.
Voilà. Sinon, vous êtes une société de nettoyage. Je caricature un petit peu, mais voilà, c'est un peu ça. Donc cette question d'ancrage territorial est évidemment fondamentale. Et derrière, on a eu le même travail sur, merci beaucoup, le même travail sur l'échelle régie. Alors eux, ils ont décidé de saucissonner le projet, parce qu'il faut bien essayer de catégoriser les choses. Ils ont essayé de saucissonner le projet en 3 fonctions. Alors la première, c'est une fonction sociopolitique. Donc là, c'est bien celle qu'on retrouve sur la place de l'habitant, sur la cogestion, sur le partenariat qu'on essaye de constituer avec les collectivités, avec les bailleurs, etc. Une fonction socio-économique, où là on est évidemment beaucoup dans la création de richesses localement, l'emploi local, la sortie en emploi, les parcours qu'on essaye de travailler, etc. Et la fonction technico-urbaine, où là l'idée, les régies elles sont quand même nées pour être des opérateurs de la gestion urbaine, les opérateurs un peu privilégiés de gestion urbaine, en disant une régie elle fera mieux que quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc dans quelle mesure le projet il contribue à tout ça. Et donc vous voyez, là on a 11 marqueurs, donc c'est beaucoup, évidemment. 11 marqueurs, certains étant à cheval sur ces 3 fonctions-là. Et ça, pour le coup, c'est ce découpage fonctionnel, il vient de l'Institut Godin. Nous, en général, quand on essaye de délimiter les finalités du projet, on parle d'une finalité économique, d'une finalité sociale et d'une finalité citoyenne ou politique. Bon, eux, ils ont découpé différemment, peu importe, mais l'important, c'était qu'on retrouve nos petits. Et si vous regardez... Ah, c'est incroyable, ça tourne vite. Si vous regardez ces marqueurs-là, donc vous voyez, normalement, il n'y a rien qui devrait vous surprendre à partir du moment où on a été clair sur les fondamentaux d'un projet régie, la place des habitants. Alors là, on parle de la régie, hein, bien sûr. On ne parle pas d'un projet particulier, on parle de la régie en tant que telle. Donc, quelle est la place des habitants dans la gouvernance? Quel est leur niveau d'implication? Ils sont adhérents, ils sont administrateurs, ils sont présidents, ils viennent souvent, ils viennent pas du tout, ils sont un peu passifs et consommateurs, enfin bref, voilà. La place des partenaires, pareil, et leur implication. L'autonomie de la structure, l'autonomie des personnes, l'ouverture aux personnes éloignées des dispositifs d'accompagnement, comment est-ce qu'on va les chercher, est-ce qu'on pense qu'on est meilleur que d'autres, est-ce qu'on a des stratégies d'aller vers, etc., etc., etc. Les métiers qu'on travaille et leur diversité. Ça aussi, c'est un enjeu parce que c'était un des premiers textes sur les régies. Il parlait des régies comme le couteau suisse du social. Et l'idée était d'avoir une réponse différente pour un besoin différent et donc d'être quand même des ensembliers. Et les ensembliers, c'est important pour nous parce qu'on a des enjeux qui sont hyper différents et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y répondre. Et aussi, la diversité des métiers est un enjeu d'attractivité assez fort. Je parle pour les salariés, les personnes, les habitants. La caricature de tout ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les régies, elles ont du mal à faire venir des jeunes parce que les jeunes, ils vous disent faire du nettoyage dans le quartier devant les copains, ça ne m'intéresse pas, je caricature. Mais c'est pour vous donner un peu l'enjeu qu'on a derrière ce sujet-là. Toujours cette question de l'appropriation de l'espace public. C'est l'exemple le plus caricatural presque, mais dans le bon sens. C'est quand la ville de Arles décide de donner le marché d'entretien des monuments historiques du centre-ville, des amphithéâtres, des thermes, etc., à la régie de quartier. Évidemment, ça fait que ceux qui connaissent au bout du bout le mieux le patrimoine culturel, historique de la ville, c'est les habitants des quartiers. Et donc derrière ce travail c'est l'activité économique qui contribue directement à un enjeu de citoyenneté, d'appropriation de l'espace, etc. Il y a quelque chose autour de l'environnement, puisque c'est un virage qui est peut-être pas dans les textes fondateurs, même si on peut y retrouver, on peut trouver des fils qu'on tire, mais c'est tellement devenu prégnant dans le projet qu'il y a cet enjeu-là qui a été porté. Dans quelle mesure on est un acteur qui suscite du développement économique local? Voilà, l'idée, parfois il arrive que soit des régies par opportunité passent du cœur du quartier à une ZAC en bordure de quartier, ou que quand on va créer une régie, les gens disent « Ah, mais c'est chiant d'être en cœur de quartier, est-ce qu'on ne peut pas être en centre-ville ?» Bon, en fait, non, notre enjeu est vraiment d'être là où il n'y a personne, et en espérant que ça crée du flux, du partenariat. Malheureusement, dans les quartiers populaires, il y a peu de tissu économique, donc nous, on essaye de faire levier. Et donc c'est évidemment un enjeu assez important. Et le dernier, c'est la création de solidarité économique locale. Voilà, et donc vous voyez ici, c'est pour donner quelques exemples
L'idée sur chacun de ces marqueurs, c'est d'avoir des échelles qualitatives. Et donc, si on en prend un, par exemple, un simple, sur l'échelle de la régie, l'application des habitants. Donc, vous voyez, on part du moins impliqué au plus impliqué. Les habitants sont impliqués uniquement en tant que salariés et usagers, ça arrive souvent. Les habitants sont également présents dans les instances associatives de la régie, Dieu merci. Les habitants sont également présents à travers diverses actions de bénévolat et de participation, donc là, on rajoute un cran, et une communauté d'intérêt habitante est présente dans l'ensemble des composantes de la régie. Et c'est donc, vous voyez bien qu'on est vraiment sur un peu du ressenti, mais on est surtout sur des échelles ou des niveaux de marqueurs, tout l'enjeu qui ne peuvent, à notre avis, qu'être co-construits. Voilà. L'idée, c'est que ce soit une discussion et un échange interne, voire avec les partenaires, qui permettent de répondre à cette question-là, de manière un peu collégiale et du coup un petit peu incontestable. Donc tout l'enjeu aussi, c'est dans quelle mesure ce travail sur les marqueurs permet de faire du collectif, de se poser la question du projet, de réinterroger les différentes parties prenantes d'une régie sur ce volet-là, de remettre dans la tête de chacun que oui, l'implication des habitants, c'est pas juste de leur trouver du boulot, etc., etc., etc. Et donc vous voyez un peu l'échelle. Et si j'arrête ici et je terminerai par ça, si vous le voulez bien, et comment je vous partage un autre document, voilà, tac, 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 voilà. Et là, vous voyez, donc c'est un exemple. Ici, dans le document final de l'Institut Gaudin, j'ai pris un marqueur au hasard. On est, ici. Et vous le voyez, donc on a ce marqueur construction du problème, du besoin, comment est-ce qu'il est arrivé. Donc là, on est sur l'échelle projet. Vous voyez les 4 échelles. Je ne sais pas si c'est lisible, pardon. Le besoin n'est pas interrogé. Le besoin ou le problème, il est exprimé par un acteur et partagé par la régie. Le besoin, il est partagé ou exprimé par les habitants ou les destinataires du futur projet. Ou bien le besoin, carrément, il a été collectivement interrogé et défini. Et donc, l'idée, c'est que les outils qui nous ont été fournis par l'Institut Gaudin, sur chacun des marqueurs, ils proposent une liste de questions en dessous. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est pour inviter les régies à se poser les bonnes questions pour être à même de savoir se positionner sur ces échelles-là. Donc là, à quel besoin est-ce que le projet y répond, quel problème il va résoudre, s'il concerne qui ces problèmes, quels sont les constats qui ont permis de définir ce problème, qui les expriment, etc., etc., etc. Et donc tout l'enjeu derrière de ces outils qui ont été créés, c'est de trouver la bonne instance, le bon niveau de travail collectif, et que derrière, une régie, à partir de ça, à la fois elle sorte quelque chose d'un peu communicant, parce qu'il y avait un enjeu de communicabilité et de valorisation de ces travaux-là. Ça, pour le coup, ça reste encore le point d'interrogation, parce que personne ne s'est pleinement lancé là-dedans. Donc on attend de voir aussi qu'est-ce que ça rend visuellement, est-ce que c'est palpable, est-ce que c'est communicable, est-ce que c'est sexy, en gros, voilà, est-ce que ça aide un petit peu la régie vis-à-vis de ses partenaires. Donc sans doute que être sur juste 1, 2, 3, 4, ça n'aidera pas beaucoup, sans doute qu'il faudra un peu travailler autour de ça, mais c'est bien l'enjeu. Donc il y a cet enjeu de communicabilité, et il y a cet enjeu en fait de faire de cette question de l'utilité sociale un prétexte pour s'interroger sur le projet, pour mobiliser autour de cette question-là, pour travailler avec les partenaires, et derrière, éventuellement, évidemment, pour réajuster des choses et se dire, quand même, on n'avait pas pensé à ça, on est quand même loin, etc., ou on est super, c'est merveilleux, allons en parler avec le réseau. Donc voilà un peu la logique. Aujourd'hui, on a sur étagère, c'est tout frais, ces documents-là, donc à la fois un détail de chacun des marqueurs, et derrière une espèce de guide pratique à destination des régies qui a été proposé par l'Institut Gaudin, qu'on n'a pas encore partagé avec le réseau. L'idée, c'est qu'on veut à minima avoir un webinaire de travail avec l'Institut pour que l'Institut puisse présenter à toutes les régies, voilà comment ça marche, voilà à quoi ça sert, voilà comment il faut que vous essayiez de l'utiliser localement. Et derrière, on va voir, bien sûr, le pire, ce serait que ça reste sur étagère. On est assez conscient que c'est complexe. On est assez conscient que c'est lourd à déployer. On est assez conscient aussi que c'est pas que ne sort pas de ça un truc tout ficelé, hyper sexy, facile à vendre. Non, qu'il y a du travail tout au long de ce travail-là. Il y a du travail pour mobiliser, il y a du travail pour formaliser derrière ce qui en sort, à la fois pour l'extérieur et pour l'interne. Voilà. Donc voilà aujourd'hui où nous en sommes, et voilà la démarche et la logique qu'on a un petit peu essayé de suivre. Surtout ce travail sur l'utilité sociale. Voilà.
J'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que j'ai été clair. Et donc, je ne sais pas, je suis à votre disposition s'il y a des questions ou des choses à creuser ou des choses comme ça. Donc, à Olivier, à qui j'ai envoyé le document final, comme il n'a pas été transmis au réseau, merci de le garder sur votre ordinateur bien au chaud et de ne pas en faire un tweet. Voilà. Trop tard. Trop tard, là. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Olivier est connu pour son nombre de followers. Je n'en doute pas. Voilà, est-ce que il y a des questions? Est-ce que Des questions, des réactions? Merci, Tarek, avec plaisir. Baptiste. Bon, j'ai plein de questions, je trouve ça super intéressant. Si je me limite à 2 questions, je voulais d'abord savoir si vous aviez parlé du processus d'utilisation de cet outillage. Je pense, en fait, derrière ça, à la question de savoir comment est-ce que peut s'articuler un moment d'évaluation, d'auto-évaluation critique, mais qui doit rester interne souvent, pour ensuite construire, dans le cadre d'une relation de confiance, un dialogue où on est serein dans la manière dont on expose ce qu'on réussit pas, ce qu'on loupe, avec notamment les financeurs. Voilà, je pense que c'est vraiment cette question du processus qui est assez compliqué. Quand on sent un financeur un peu malveillant, on n'a pas intérêt à faire part d'une auto-évaluation qui soit critique, et on a tendance à évidemment utiliser la langue de bois et aborder. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je ne sais pas ce qu'en pense Florence autour de la table, mais moi, ça me fait penser à des travaux aussi extrêmement intéressants, notamment du réseau Culture 21, sur les processus d'évaluation d'action publique au prisme des droits culturels. Et donc voilà, je pense qu'il y aurait vraiment un grand intérêt à faire dialoguer ces démarches, qui renvoient aussi d'ailleurs au référentiel, alors je ne sais plus le titre exact, mais au référentiel des structures de l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi au sein des MJC des travaux qui ont été faits pour avoir des référentiels d'évaluation, et je trouve que là, on en arrive à un stade de maturité de ces démarches qui permettent d'envisager un dialogue vraiment hyper riche. Voilà, j'ai dit. Votre son est encore coupé. J'ai levé la main, je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Oui, Pierre a demandé la parole. Oui, parce que je dois partir dans une demi-heure, alors bon, mais d'abord, vraiment merci, c'était vraiment très intéressant. Alors, j'ai 3 questions en fait à partir de là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on soit attentif au fait qu'on n'a pas un interlocuteur au niveau public, et que il me semble que il y a un interlocuteur qui en fait ce qu'il veut, c'est qu'on arrive à trouver un langage commun, parce qu'il ne comprend pas du tout ce qu'on leur dit. Et donc, je pense que ça, c'est un effort fort important. Mais du coup, je me pose aussi la question de savoir comment est-ce que ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, eux nous fourguent plein de mots, mais pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas aussi aller dans l'autre sens et dire, OK, et vous, dans le fond, l'évaluation et ce système, vous le pratiquez comment, quoi? J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à mettre en place là. Et l'autre chose, c'est que il me semble quand même que à côté de ceux qui veulent trouver un langage commun avec nous, il y a les autres qui sont les libéraux purs et durs, et pour lesquels il n'y a que les chiffres qui comptent, quoi. C'est-à-dire, est-ce que la dépense publique a diminué? Est-ce que les gens sont plus autonomes? Est-ce que ceci ou ça, quoi? Je pense que vraiment, ils n'ont que ça en tête. C'est même pas... Alors oui, est-ce qu'ils ont trouvé un boulot? Mais c'est véritablement plus que ça. Et le dernier point, quand même, que je voulais poser, c'était quand même la question de ça. On sait que ça prend du temps. Moi, ici en Belgique, je trouve pas que c'est clair qu'ils nous reconnaissent ça comme du travail. Hein, c'est toujours quelque chose comme si ça faisait partie de l'association, et donc c'est pas vraiment financé. Donc
Et d'ailleurs, pas mal de gens font ça en dehors de leurs heures. Enfin, ils le font durant leur temps de travail, mais ils le font aussi en dehors, les week-ends ou le soir, quoi. Et donc là, il y a vraiment un vrai souci sur le fait de faire reconnaître ça comme du travail, quoi. Vraiment en tant que tel. Et pas un truc qu'on fait sur le côté. Ben voilà, c'est une réaction par rapport à ça. J'ai coupé ton micro, Tarek, donc si tu veux reparler, il faut le redémarrer. Alors, Marianne, j'ai vu que vous aviez levé la main, peut-être je réponds à tout ce qui a été dit et après on vous passe la parole si ça vous va. Sur les différents éléments qui ont été posés par Jean-Baptiste et par Smet, Pierre Smet. D'abord, sur la question du langage commun, peut-être, et le fait que l'interlocuteur, il a envie qu'on ait le même langage que lui, ou que les libéraux, ils veulent des chiffres, etc., etc. Nous, tout ce qu'on a essayé de faire, justement, c'est de garder la main là-dessus. C'est de dire, et en fait, on espère que ça marchera parce que les régies, elles sont adossées à un label, qui est notre label. La force du réseau pendant 30 ans, c'est d'avoir fait que ce label a une certaine reconnaissance. C'est un label privé, mais que les partenaires publics reconnaissent. Voilà. Reconnaissent et valorisent. Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'une régie aura quand même la force de dire, OK, on va faire, vous voulez qu'on fasse une évaluation, très bien, mais comme on a un projet labellisé, on va prendre le référentiel propre à notre label, qui est celui-là. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a voulu justement avoir les moyens de dire, on a notre outil, nous emmerdez pas et laissez-nous gérer notre outil. Après, donc on verra si ça fonctionne, et je pense qu'il faut qu'une régie soit en effet assez forte pour pouvoir porter un discours de ce type-là, mais on espère que le fait d'être accroché à un label justifie, ou en tout cas rassure les interlocuteurs, bon, voilà, on a une régie, donc on a un label, un projet, et l'outil d'évaluation, c'est celui-là. De la même manière, sur les chiffres purs et durs, en fait, ce qu'on va regarder, c'est que sur tous les marqueurs, même si ce sont des échelles qualitatives à chaque fois, il y a quand même potentiellement des chiffres qu'on pourrait essayer d'y glisser. Quand on parle de la place des habitants, oui, on peut chiffrer un petit peu tout ça. Quand on parle du fait d'aller chercher des personnes éloignées de ça, on peut chiffrer tout ça. Bon. Et donc l'idée, c'est que aussi le chiffre ne soit pas l'unique et seule grille de lecture, que s'il y a des demandes très chiffrées, en fait, quand c'est des demandes hyper chiffrées, on sait y répondre. C'est quoi les CDI, c'est quoi les heures de formation, c'est quoi les machins, etc. Donc on espère aussi réussir à juguler ça en regardant sur nos différents marqueurs, est-ce qu'on est capable d'avoir un ou deux chiffres qui vient illustrer, enrichir, rajouter un niveau de lecture un peu différent et un peu rassurant, je suis d'accord, pour les financeurs là-dessus. Ensuite, sur le processus d'utilisation de l'outillage évoqué par Jean-Baptiste, oui, l'idée c'est que ça serve l'interne, c'est comme ça qu'on l'a pensé, les financeurs vraiment l'ont pensé dans un second temps, enfin les partenaires, c'est que ça serve l'interne, mais je pense que là-dessus on va avancer en marchant. Dans l'idée, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire d'avoir 2 ou 3 régies expérimentales pour tester, donc des régies un peu robustes, à la fois en interne et sur leur tissu, pour tester et pour nous faire des retours un petit peu là-dessus, et que derrière, on ait peut-être des vigilances à partager, un peu de recos sur attention, sur ce distinguo, l'interne, l'externe, comment on embarque les partenaires, à quel moment, qu'est-ce qu'on partage, etc. C'est le Covid et toutes ces emmerdes-là qui nous ont vachement fait glisser dans la démarche. Donc pour l'instant, on n'a pas pu vraiment travailler cet objet-là. Je pense que ce qui nous sera utile pour savoir où est la frontière et comment est-ce qu'on gère, c'est le retour d'expérience. En fait. Voilà. Mais oui, on est évidemment bien conscient. Après, on est, je crois, sur des marqueurs qui, je pense pas qu'il y ait des financeurs ou des partenaires qui viennent nous taper dessus. Parce que sur l'implication, ils s'en foutent de ces sujets-là. Très honnêtement, sur les marqueurs qu'on met, c'est des marqueurs qui nous parlent à nous et qui sont hyper importants pour nous. Donc tout l'enjeu aussi, c'est que dans quelle mesure on réussira à rester sur notre champ et à ne pas se faire déporter en disant bon, vous êtes gentil avec votre blabla là, je m'en fous de tout. Et c'est un peu ça c'est un peu ça la tension qui va se créer localement. Et j'en reviens au fait qu'on espère réussir à être un peu fort là-dessus parce que le projet, parce que le label, parce que du coup c'est notre réseau qui nous a dit que, bon, etc.
Mais peut-être qu'un élément de réponse aussi, c'est qu'on garde la main. Je terminerai par les propos sur le fait qu'il n'y a pas de reconnaissance du travail, que c'est du travail et que ça prend du temps. Et en fait, ça rejoint une question qu'on se posait, c'était est-ce qu'il faut dédier une personne pour porter ce travail-là, pour l'animer? Voilà. Parce que pour que ce soit bien fait, est-ce que la valeur d'un consultant extérieur, de quelqu'un qui connaît le projet mais qui n'est pas dans le projet, pour faire ce temps d'animation, pour avoir ce regard, bon, etc. Et en fait, je fais le parallèle avec la démarche qu'on a de travail sur le projet associatif dans le régie. On a une démarche qui est pensée régie et qu'en fait, que nous, on finance. Donc nous, Comité national, on a démerdé des financements nationaux pour dire, en fait, si vous voulez que les régies soient fortes, il faut qu'elles aient un projet associatif fort, mise à jour, etc. Donnez-nous les moyens de le porter. Donc c'est nous qui finançons l'intervention d'une personne extérieure pendant entre 5 et 10 jours, ça dépend de la galère, pour aller bosser le projet associatif des régies. C'est vrai que ce serait assez confortable qu'on réussisse à faire ça, ce qui, en plus, de fait, nous permet de garder, nous, un peu la main, enfin, d'être un peu vigie sur ce qui se passe dans les régies et d'avoir des retours et d'avoir un cadre qui est hyper sécurisé. Donc, on est bien conscient du temps que ça prend. Et c'est peut-être là que nous, en tant que tête de réseau, en capacité de mobiliser des financements, on a un rôle à jouer pour que ce soit bien fait et largement financé, que ça ne vienne pas noyer la régie, évidemment. Il y avait Marianne, je crois. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, moi, j'avais une petite question déjà sur l'IAE en général, parce que Tarek, tu nous présentes ce dossier très, très intéressant, merci beaucoup. Mais moi, j'ai le souvenir, pour avoir bossé un peu sur ces sujets, que plus généralement, hein, les SIAE, les structures d'insertion par l'activité économique, elles se heurtaient depuis longtemps aux indicateurs des directs pour recevoir leur financement. Donc, je me demandais où en était plus généralement que les régies de quartier, les autres structures qui peut-être avaient aussi avancé sur ces sujets. Et après, moi, j'avais une suggestion, je ne sais pas si ça en est une ou si je rêve, mais il se trouve que ma fille est chirurgienne. C'est peut-être la seule chirurgienne de France à être syndiquée CGT. Et elle peste contre l'évaluation des pratiques chirurgicales à l'hôpital public. Et elle m'expliquait comment, voilà, on est complètement aussi dans ces problématiques de rentabilisation, bien sûr, et comment on veut mettre en boîte des pratiques qui peuvent faire appel à pas mal de critères. Elle est chirurgienne gynéco, donc de prendre attention aux femmes. On va opérer une femme obèse. Eh bien, ma fille, elle prend le temps d'aller visiter la chambre avec sa future patiente, parce que cette femme obèse, elle se demande comment elle va faire avec son fauteuil quand elle rentrera dans la chambre pour aller aux toilettes, ou des choses comme ça, qui sont des tas de minuscules tâches qui, bien entendu, ne sont pas prises en compte dans les pratiques protocolarisées par la Haute Autorité de Santé. Donc, je me demandais si on ne pouvait pas imaginer à un certain moment le monde associatif d'aller essayer de creuser vers des mouvements de chirurgiens ou de médecins qui travaillent et qui luttent contre cette uniformisation de marchandisation de leurs pratiques professionnelles. Alors, je suis ravi de tester la pertinence de nos marqueurs en milieu hospitalier, mais blague à part, pour répondre d'abord à la première question sur l'IAE. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, quand vous êtes une structure d'insertion, vous touchez des subventions assez importantes. Ouais. Donc vous recrutez une personne parce que vous recrutez des personnes éloignées de l'emploi, comme on dit, et donc qui ont besoin. Il est reconnu qu'en tant que structure, vous avez besoin, ces personnes auront une productivité moindre et que vous devez mettre plus de moyens pour les surformer, suraccompagner, surencadrer, etc. Et donc vous êtes subventionné pour ça. Voilà. Certains croient qu'on est subventionné pour vendre à pas cher et avoir des marchés. C'est pas du tout ça. C'est censé être tout à fait neutre en termes de coûts, puisque vous avez des coûts induits là-dessus.
Et donc, avec la directe, vous avez tous les mois, tous les ans, ils vous disent alors combien d'heures de formation, combien de CDI, combien de formations qualifiantes, etc., etc. En fait, on n'en est pas vraiment sorti de ça, évidemment. Malgré tout, on essaye de travailler sur plusieurs choses. La première, c'est que évidemment, les critères sont toujours un peu réducteurs. Et nous, dans les régies, on a beaucoup essayé de valoriser. L'indicateur un peu phare de l'IAE, c'est la sortie positive. Voilà, ça veut dire qu'après vos 2 ans de parcours, dans quelle mesure est-ce que vous avez eu soit un contrat stable, CDI ou CDD de plus de 6 mois ou de plus d'1 an, je crois, ou bien vous êtes rentré en formation qualifiante, si je caricature. Donc c'est à peu près ça, la sortie positive. Ça, c'est le Graal. Et vous avez même du variable, une modulation en fonction de votre taux de sortie positive. Et en fait, tout ça est un peu réducteur, évidemment. Et donc nous, on a toujours demandé notamment à ce qu'il y ait un peu de prise en compte des contextes territoriaux là-dessus, en disant, mais en fait, une régie, fondamentalement, si vous regardez là où elle travaille, elle est pénalisée au démarrage parce qu'on considère, on pense que là où on a des personnes qui cumulent plus de difficultés qu'ailleurs. Donc en fait, pour le dire trivialement, on a des personnes encore plus éloignées de l'emploi qu'une SIAO classique. Et en bout de chaîne, on est sur des territoires où les tissus économiques sont hyper pauvres. Donc est-ce que vous pouvez attendre la même chose, la même dynamique de sortie en emploi dans un quartier de Moulins par rapport à une structure d'insertion qui est dans le cœur de Paris? Je caricature là aussi, mais donc c'est des choses sur lesquelles on travaille à essayer de demander qu'il y ait un peu de contextualisation, de territorialisation, de tout ça, etc. Bon, donc on n'en est pas sorti, mais en tout cas c'est des choses qu'on essaye de travailler, sachant que le deuxième élément de réponse là-dessus, c'est que ça va pas beaucoup mieux, c'est que ça pourrait se faire si on avait du temps. Et en fait, ça se fait dans des dialogues de gestion, donc dans des échanges bilatéraux entre les services de l'État et la structure d'insertion qui ont lieu 1 fois par an. Et en ce moment, en fait, personne n'a le temps, et surtout pas les services de l'État. Il y a eu une réorganisation des directs récemment. Bref, tout. Donc il y a parfois des dialogues de gestion qui devaient durer 2 heures, qui durent une demi-heure. Enfin bref, comment est-ce que vous êtes capable d'argumenter sur ce genre de truc-là? Bon. Après, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le dernier gouvernement avait mis pas mal d'argent sur l'IAE et avait fixé des ambitions assez fortes de création d'emplois. Donc en fait, ils se sont retrouvés un peu tenus par les objectifs politiquement affichés sur les créations de postes, donc ils étaient beaucoup moins regardants. Ils disaient, allez-y, créez du poste, on a besoin de faire 30 000, on a besoin de faire 30 000. Donc, bon, bref, c'était la bonne nouvelle. Mais en tout cas, du coup, il y a eu peut-être un peu de... ils ont un peu revu à la baisse leurs ambitions là-dessus parce qu'ils ont été dépassés par les objectifs de chiffres qu'ils devaient faire. Voilà. Bon, bref, c'est un peu des éléments de contextualisation et de réponse, mais ça reste un sujet important, sachant que nous, on est un peu différents. C'est pas notre seul sujet l'IAE. Alors, structure d'insertion, c'est évidemment son cœur, sa raison d'être, c'est de travailler à ça. Nous, pas que, donc on essaye aussi d'intégrer le fait qu'on accompagne sur plein d'autres dimensions, qu'il y a plein d'autres sujets qu'on travaille, etc., etc., etc. Voilà. Et quant au lien à faire avec le monde hospitalier, je laisse mes amis réagir, ce sera beaucoup plus pertinent que moi. Jean-Baptiste a levé la main, je crois. Oui, parce que je sais que Pierre doit partir ensuite, et c'était parce que dans la construction là, de l'université d'été, on a prévu un temps, en l'occurrence le mercredi en fin de journée, qui s'appelle Comment rendre compte de ce qui compte vraiment. Et donc c'était pour informer que on est aussi en train de construire la manière dont la question se pose et le dialogue s'instaure entre les acteurs français et l'OE sur cette question-là. Notamment, alors là, il y a de la littérature, hein, il y a le livre que le collectif 21 a sorti, puis il y a aussi cet ouvrage-là qui est très intéressant, Autonomie associative menacée, de la FESEFA, avec une conclusion par quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Geoffroy, où il parle de l'auto-évaluation réflexive. Et c'est justement ce qui sera présenté par la FESEFA le mercredi en fin de journée. Et pour dire que, pour moi, il faut qu'on ait bien en tête de resituer en fait tout ce travail sur l'évaluation qui devient de plus en plus important. Il devient de plus en plus important parce qu'on a une visée, on a un objectif qui consiste à faire le lien avec une amélioration du cadre de financement ou plus largement de soutien de l'action associative.
Voilà, c'est juste pour resituer ça, parce que on évalue pas juste pour évaluer, on évalue pour comment dirais-je, travailler mieux et donc comment dirais-je, desserrer un peu les carcans qui nous empêchent d'aller au bout de notre potentiel. On est vraiment sur cette visée-là, quoi. On partage tout à fait, mais on évalue aussi pour travailler mieux. Et c'est un outil de réflexivité interne hyper important pour nous, et c'est comme ça aussi que ça a été pensé évidemment. Il y avait une question ici, je crois. Ouais, c'était plutôt un partage d'expérience, parce que l'intérêt de cette démarche que tu as présentée, Tarek, je mets en parallèle avec les centres sociaux qui ont mené aussi des recherches-actions pour faire exactement un peu la démarche que tu as présentée et qui ont nous retiré. Alors, on ne parle pas d'indicateurs, on ne parle pas de marqueurs, alors je ne sais plus quel est le mot qu'ils utilisent, mais en tout cas, il y a plusieurs domaines comme ça qui ont été dessinés. Moi, j'ai été amenée à utiliser cette méthodologie pour amener cette démarche auprès de centres sociaux. Donc, l'intérêt de la démarche, je la vois complètement, je l'ai vécue en direct en termes de co-construction, de mise en débat dans une structure sur à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, etc. Et là-dessus, moi, je suis assez convaincue que ça met en mouvement, que c'est absolument nécessaire sur la question du sens du travail, le sens du projet, etc. Après, j'ai envie de faire un parallèle avec l'évaluation telle que je l'ai aussi vécue dans le secteur médico-social, qui a une autre dimension encore, mais qui est partie exactement du même endroit, sur la question de la réflexivité, d'un outil d'évaluation interne qui permettait de mettre en partage avec les professionnels le sens de l'accompagnement, de vérifier l'amélioration et d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Exactement le même type de démarche au démarrage, avec des méthodologies qui ont été utilisées, qui ont été co-construites avec les acteurs, qui ont été extrêmement intéressantes, extrêmement nourrissantes, toute démarche participative de l'ordre qu'on a mis les travailleurs sociaux au boulot sur cette question-là est vraiment intéressante. Moi, c'est pas ça qui me met en inquiétude, c'est pas l'intérêt d'une démarche qui met en participation, qui met en réflexivité la question du sens de ce qu'on fait, c'est l'enjeu global. Toute méthodologie participative peut être intéressante, mais au final, quand on voit ce qu'il en devient aujourd'hui de l'évaluation dans le secteur médico-social, on en arrive à un projet d'évaluation qui n'est pas des indicateurs, mais qui est une liste de bonnes pratiques qu'on a pu à cocher et à faire du 1, 2, 3, 4 bonnes pratiques. Oui, on est satisfaisant, pas satisfaisant, très satisfaisant, qui dépossède de tout leur contenu des pratiques professionnelles d'accompagnement, donc tout le sens du travail. Et du coup, mon inquiétude, elle est tout ça, c'est tout ce vocabulaire, tout ce qui a été dit à l'instant, je l'ai déjà entendu il y a une dizaine d'années, on en arrive aujourd'hui à quelque chose d'un médico-social qui est extrêmement corseté. Donc ma crainte, c'est comment faire pour ne pas y arriver dans les autres secteurs associatifs et garder au contraire la saveur de ces démarches, quoi. Voilà, moi c'est ça ma question, c'est comment éviter ces dérives et comment faire pour qu'on n'en arrive pas à remplir des cases avec en cochant des cases. Voilà, je ne sais pas si c'était. Si je peux réagir juste parce que justement, effectivement, en venant aussi un peu du médico-social, c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu dans un passé qu'on a vécu dans le médico-social il y a effectivement une dizaine d'années et qui aujourd'hui aboutit à la sortie par la haute autorité, l'HAS, la haute autorité de santé, d'un espèce de guide de bonnes pratiques où il y a des termes qui sont extrêmement terrifiants, genre l'accompagné cibleur et le professionnel ciblé, mais qui sont effectivement tirés de tout un travail qui a pu avoir lieu en amont, vraiment très intéressant de réflexion sur les pratiques, de vouloir justement, il y avait tout ce travail, par exemple avec
les éducateurs de prévention spécialisés, où on leur disait mais on comprend rien de ce que vous faites, il va falloir que vous nous expliquiez ce que vous faites, on pige rien, vous tenez les murs, vous servez à quoi vous servez, qu'est-ce que vous faites en fait dans les quartiers, on comprend rien. Donc il y a eu un débat énorme dans ce secteur pour dire mais est-ce qu'on est obligé de faire la preuve de ce qu'on fait, on voit bien que on est utile, on voit bien, enfin pourquoi est-ce qu'il faut qu'on fasse toujours la preuve de ce qu'on fait. Et puis au final des tas aussi de personnes qui ont dit mais on est obligé de faire la preuve parce que sinon on va disparaître. Donc ils ont fait tout ce travail d'essayer de rendre visible, et c'est vrai que je te rejoins complètement Florence, aujourd'hui on en arrive à un retournement du truc qui se retourne contre les professionnels qui sont complètement dépossédés et qui doivent remplir ces grilles de bonnes pratiques. Et c'est vrai que dans le secteur médico-social, franchement, il y a un carcan qui est devenu... on voit bien comment ça étouffe tout ce secteur et comment les professionnels vont mal, quoi. Voilà. Donc attention, quoi. C'est un paradoxe qui est extrêmement fort dans cette question-là, quoi. Jean-Baptiste. Je veux bien réagir sur ce point parce que c'est vraiment crucial. Et il y a deux éléments de réponse qui me viennent comme ça spontanément. D'abord, c'est un point crucial que j'ai un tout petit peu perçu dans ta présentation, Tarek, sur, il me semble, le premier marqueur, ça m'a fait tilter. Je ne sais plus comment c'est formulé, mais en gros, ça pouvait presque laisser entendre que plus le problème social, le besoin social était défini, et plus c'était bon signe. Or, des fois, c'est très flou, c'est très confus, c'est très difficile à définir, et donc c'est pas parce qu'on définit mal le besoin social auquel on veut répondre qu'on est à côté de la plaque. Et donc, le premier élément de réponse pour éviter la dérive qu'on a constatée donc sur d'autres secteurs, c'est et ça, moi, j'ai en référence le travail du réseau Culture 21 sur les droits culturels, avoir une matrice d'évaluation qui a pour vocation de poser des questions. Et en fait, surtout pas d'apporter des réponses, mais de poser des questions. Voilà, et que ces marqueurs doivent avoir une formulation interrogative en permanence. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je l'ai trouvé encore une fois dans la conclusion par Geoffroy de ce livre, voilà, de la FESEFA, Autonomie associative menacée, à travers un mot que j'ai lu dans sa conclusion ce matin, qui est le mot artisanat. Et j'ai tilté sur ce mot en me disant, mais en fait, c'est quand même hyper intéressant parce que revendiquer l'artisanat, en dehors de la dimension à laquelle ça renvoie, de l'amour du travail bien fait, etc., c'est sortir du productivisme. Et là, peut-être que Fleur abondera dans mon sens, mais c'est un des éléments qui permettent j'allais dire, sortir de la matrice. Voilà. Bon, nous, on va même jusqu'à revendiquer un droit à l'inefficacité, alors c'est dire. Alors, sur le droit à l'artisanat, une petite digression. Ça rejoint une problématique assez forte qu'on a chez nous, notamment parce qu'on est sur des métiers techniques parfois. C'est la question de la normalisation, des normes, des certifs ISO, des machins, des trucs, etc. Où vous avez d'un côté beaucoup de revendications, en effet, de l'artisanat, on fait en avance en marchand, on adapte, on est souple, on est machin, etc. Et de l'autre, des marchés publics qui vous sont fermés, si vous n'êtes pas ISO 9001 ou ISO je ne sais quoi, ou ISO truc, etc. Donc on a en plus cette tension, évidemment, et c'est le financeur qui gagne à la fin. Hein. Mais comment est-ce qu'on garde un peu de souplesse et très beau terme, d'artisanat quand on est un peu contraint par ça. Je crois. Florence. Et Pierre, Pierre. tu avais demandé la parole aussi. Ton micro, s'il te plaît. Voilà. Après, je devrais vous quitter, malheureusement. Oui, donc je reviens avec l'idée de ce que je disais là tantôt. Moi, je pense qu'on va pouvoir y arriver que si on met vraiment à discuter avec les représentants des pouvoirs publics en disant « Mais vous, quel est votre problème, quoi? C'est quoi votre souci ?» Alors, le problème, c'est que
eux, s'ils doivent nous parler de leurs problèmes et de leurs difficultés, ils peuvent monter dans les tours et ils peuvent monter dans des approches régionales, voire dans des approches nationales. Bon. Et là, nous, si on n'est pas outillés pour pouvoir écouter ça et prendre ça en compte, ben on pige que dalle, quoi. Voilà, on pige que dalle, quoi. Bon. Donc moi, il me semble que moi, ce qui m'a frappé là, maintenant je viens juste de rentrer à la retraite, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que j'ai trouvé que quand j'en rencontrais des gens qui étaient membres des fédérations ou des confédérations, c'est-à-dire qui montaient de niveau, au plus je trouvais qu'on montait de niveau, au moins il y avait de militance, au moins il y avait de défense de valeurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils se pliaient, à la fois devant la difficulté des questions et aussi, il faut le dire aussi, devant la question des financements et du fric. Moi, j'ai connu des gens là qui ont fait partie de l'HAS et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Il me dit Pierre, quand j'ai demandé à la personne, il m'a dit écoute, en fait, c'est des gens qui sont capables de faire des très chouettes discours en dehors, qui peuvent même avoir des discours comme ça très critiques, mais une fois qu'on est devant des chiffres et des gros chiffres, des gros financements, hein, des financements qui portent sur le financement de tout un pays ou de région, et là ils virent, ils tiennent pas la route là, ils tiennent pas le net, quoi. Donc moi j'ai l'impression que on devrait, quand j'ai parlé là tantôt du travail, qu'on devrait vraiment pousser pour que des organismes qui soient des fédérations ou des confédérations aient aussi des moyens de recherche, et des vrais moyens de recherche, ou au moins de se faire aider, quoi. C'est-à-dire de pouvoir dire, ok, vous voulez qu'on discute chiffres, vous voulez qu'on discute de coefficients, d'accord, ok. Nous ici, on a quelqu'un qui peut nous aider à faire ça, quoi. Voilà, j'ai vraiment l'impression que, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on reste dans des discussions qui sont qui sont pas vraiment dans les comment dirais-je, dans les problématiques auxquelles ont affaire les pouvoirs publics, qui sont entre autres des problématiques qui sont poussées dans le dos par l'Europe et par le monde. Voilà. Donc il faut leur dire ok, donc vous avez des pressions de l'Europe, vous avez des pressions au niveau mondial. C'est quoi les pressions que vous avez? C'est quoi vos difficultés, quoi? Pourquoi vous êtes emmerdés? Moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir y arriver comme ça. Sinon, j'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui avons des problèmes, quoi. Eux n'ont pas de problème. Là, je trouve que c'est pas vrai. Bon, voilà. Mais je suis désolé, je vais vous écouter encore 5 minutes, mais après, je dois partir, malheureusement. Didier. Ah, Florence, tu voulais aussi poser une question? Didier, après Florence. Présentation. Je voulais faire référence à l'utilité sociale, l'mission d'utilité sociale. Alors, laquelle avez-vous pris c'est vrai que c'est avec des mots et quand même essentiel. Et je suis surpris, vous faites un point, vous présentez besoins et problèmes l'un côté de l'autre. Ça m'a surpris. Alors, pourquoi présenter ainsi? Quelque part, à un moment, vous évoquez cette volonté d'aller auprès des personnes les plus éloignées. Est-ce que vous avez eu des débats sur comment aider ces personnes les plus éloignées? Parce qu'on voit que c'est quand même un enjeu. Bon, j'ai vu dans certaines structures une tendance à accueillir des personnes et accompagner des personnes qui sont les plus facilement insérables, pour les raisons que vous avez évoquées d'ailleurs, parce que le critère d'entrée dans le monde professionnel classique sera vite atteint. Voilà, c'était. Mais c'est vrai que sur l'utilité sociale, je trouve qu'il faut être vigilant à donner une définition qui soit à la fois qui ne soit peut-être pas celle de la vis, par exemple. Voilà. Alors,
Alors oui, sur la première question, vous avez été coupé au début. Donc, quelle était la question sur la terminologie utilité sociale? Pourquoi on avait choisi d'utiliser utilité sociale? Vous utilisez le terme utilité sociale, mais ce terme a évolué au fil du temps, parce que je me rappelle avoir... la question s'était posée pour la prévention spécialisée, quelle est l'utilité sociale de la prévention spécialisée? Et je me rappelle qu'il y avait eu une introduction en montrant que ce terme avait évolué au fil du temps. Je crois qu'il y a une définition de Jean Gadret qui remonte à 30 ans, et depuis, on a imposé une autre définition. Donc, c'est vrai que quand on parle d'utilité sociale, est-ce qu'on parle de la définition d'il y a 30 ans ou de celle d'aujourd'hui? Voilà, c'était une remarque, parce que je pense que derrière des définitions, il y a une conception aussi éventuellement de l'évaluation. Alors, si vous voulez, je vous ferai passer le petit texte introductif de l'Institut Gaudin qui en parle bien mieux que moi sur le choix de ce terme-là. Puisque tout le travail du guide d'utilisation commence par ça. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette notion-là? Et non, c'est pas une terminologie qu'on a utilisée au hasard, et c'est une terminologie qu'on a essayé d'inscrire, de définir pour notre projet. Voilà. Et ça a la vertu de l'utilité sociale de parler à tout le monde. Ce qu'on a évacué d'emblée, c'est l'impact social. Ce qu'on a évacué d'emblée, c'est le mot impact qui nous hérisse un petit peu le poil. Mais je vous ferai passer justement tout le petit paragraphe introductif là-dessus. Sur la question des besoins et des problèmes, alors vous avez raison, un besoin n'est pas un problème, mais comme on a souvent c'est un raccourci, mais chez nous, quand on parle de besoins, c'est qu'on est souvent dans la logique, eu égard à l'ancrage de nos structures, etc., de ce qu'on appelle un peu facilement des besoins non couverts. Donc c'est un peu ça, c'est d'où le raccourci, et quand on dit besoins non couverts, on est sur les problématiques de mobilité, de numérique, d'accès aux services publics, d'accès aux droits, etc. etc. Donc c'est pour ça sans doute qu'il y a ce raccourci besoin-problème, puisque quand on dit besoin, c'est qu'on est vraiment sur... on a des habitants qui... sur des besoins essentiels, n'ont pas les mêmes réponses que d'autres, et donc oui, ce besoin devient un problème par cette indisponibilité-là. Sur la question de l'éloignement, je ne sais pas comment on le travaille. Alors il y a la question de l'éloignement à l'emploi qui est simple. Il y a des critères qu'on peut mettre, il y en a plein de différents. Et la réalité du réseau, c'est que quand vous interrogez tous les anciens, ils vous disent tous les gens sont sans contexte beaucoup plus loin qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Bref, on a un ressenti, en tout cas, de difficultés sociales beaucoup plus fortes et d'une distance à l'emploi beaucoup plus importante qu'avant. Donc ça, à la rigueur, c'est assez facilement mesurable, ou en tout cas, c'est mesurable par différents indicateurs sur la langue, sur le logement, sur etc., etc., etc. Après, l'indicateur, chez nous, ce qu'il me disait, c'est d'essayer de toucher des personnes que personne ne touche. Voilà. C'est plutôt ça. Et c'est plutôt, je peux prendre un exemple là-dessus, c'est un directeur de régie de quartier qui était assez content, qui est un père de famille, qui pousse la porte de la régie, qui demande à être reçu par le directeur de manière confidentielle dans son bureau, et qui lui dit je ne l'ai dit à personne, mais j'arrive pas à suivre la scolarité de mon fils parce que tout est en ligne et je ne sais pas utiliser un ordinateur. Et en fait, cette personne-là, elle est venue à la régie, elle serait allée a priori nulle part ailleurs. En tout cas, c'est notre conviction. Et donc, c'est plutôt ça, quand on parle de capacité à toucher des personnes, c'est plutôt à être un point de contact avec des personnes qui, malheureusement, en ont de moins en moins, ou ont tellement de barrières de mobilité psychologique, etc., que la régie peut faire cette différence-là. Donc, c'est difficile, évidemment, à mesurer, mais c'est cette notion-là qu'on essayait de travailler, dans quelle mesure la régie, elle crée un lien de confiance et elle est installée dans un réseau de proximité qui facilite ça. Et peut-être qu'on... Oui, c'était juste pour partager aussi, pour rebondir sur la question que Pierre a posée tout à l'heure, l'écoute de l'évaluation vis-à-vis des financeurs, qu'est-ce qu'on dit de ce qui ne marche pas, etc. Et vous partagez juste l'expérience que j'avais toujours avec les centres sociaux, de convier les financeurs, de convier les pouvoirs publics, soit au moment de l'évaluation, c'est-à-dire de les intégrer dans les groupes de travail, soit au moment de la restitution.
que cette restitution ne soit pas faite que par des professionnels dans l'action sociale. Donc, voilà. Donc ça peut fonctionner. C'est pas quelque chose de standardisé, puisque ça dépend évidemment de la relation partenariat que la structure est là sur son territoire, de la relation avec ses financeurs, etc. Mais du coup, ça permettait quand même à un moment donné de mettre autour de la table d'une autre manière que ce qui est pratiqué, des interlocuteurs, enfin en tout cas des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se parler, en habitant avec, je sais pas moi, un maire d'une commune, et de partager du terrain, donc partager un marqueur, voilà, mettre en discussion autour d'une table de manière beaucoup moins, on va dire, au terme institutionnel, donc de faire se dialoguer des acteurs qui n'ont pas l'habitude de dialoguer et de faire entendre aussi des réalités de terrain aux financeurs, réalités qui n'ont pas toujours en tête. Et pour le coup, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, de est-ce qu'on fait accompagner la démarche ou pas. À ce moment-là, je pense qu'effectivement, une personne tierce, c'est-à-dire qui n'est pas dans la structure, peut avoir un véritable rôle de facilitateur. Voilà. Ouais. Alors, il y a encore Jean-Baptiste qui a levé la main, et puis peut-être qu'il y aura peut-être encore d'autres questions, et puis après on va peut-être terminer cette séance. Oui, je crois qu'on s'achemine vers la fin. Je crois qu'on s'était donné une bonne heure et demie. Non, c'est simplement pour témoigner un peu des réflexions sur l'évaluation qu'on a eue, notamment hier avec, par exemple, Patrick Chenu, qui est président du FONGEP et directeur du réseau des MJC. Et dire que ça revient assez vite, ces réflexions sur sur un concept dont on n'a pas beaucoup parlé là, mais qui est le concept des communs quand même. Et tu as présenté, Tarek, tout à l'heure, en introduction, avant la présentation de vos travaux, le sens du projet politique qui est en fait de construire un commun sur un territoire et d'avoir en commun en fait la responsabilité de l'avenir politique de ce territoire-là et situer les régies comme un outil pour ça. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que, par exemple, une des questions telle qu'elle a été formulée au FONGEP la semaine dernière, notamment grâce à April, qui est un réseau que Gilles connaît bien sur les logiciels libres, etc., c'est aussi, ça peut être aussi formulé comme ça, c'est dans quelle mesure est-ce qu'une association qui a ce type de projet peut être considérée comme un commun, ou plutôt à partir de quand, et comment cette question est une question fructueuse pour justement avancer dans finalement la réflexion sur à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on est utile. Voilà, c'est juste pour témoigner un petit peu de l'état de ces échanges et de ces réflexions qui permettent en plus de faire un lien, je pense, avec tout ce qui est amené par les libristes. Voilà, est-ce qu'il y a encore d'autres réactions ou est-ce que on peut... Alors, ce que je voulais vous dire avant de terminer, c'est que voilà, on a eu cette séance ici, mais on va continuer la réflexion à notre université d'été les 5, 6 et 7 juillet à Lille, avec une table ronde sur la question comment rendre compte de ce qui compte vraiment. Où on aura Marion Studer, donc, qui est chercheuse à l'université de Lille, qui viendra nous donner un peu son regard là-dessus, et puis quelqu'un de l'Institut, alors Tarek ne sera pas là, mais quelqu'un de l'Institut Thibaut Guillon, c'est celui qui a travaillé avec nous sur la démarche. Qui viendra aussi parler de la démarche des régies de quartier. Il y aura Xavier Galland de l'AMRES qui viendra aussi raconter comment eux, parce qu'ils sont aussi, tout le monde en fait est interpellé sur cette question-là, et essaye de s'en saisir, de la retourner à pour qu'elle lui soit utile. Reste toute la question, effectivement, comme tu disais, Florence ou Pierre, de l'enjeu au bout de cette question-là, qui est quand même, à mon avis, centrale dans toutes les questions de marchandisation à l'œuvre aujourd'hui et de financiarisation, parce que derrière les questions de mesure d'impact, on parle bien d'attribuer un coût à un impact mesuré. À l'aune des enjeux financiers, voilà. Donc on en reparlera à l'université de Lille
En tout cas, merci beaucoup Tarek pour cette présentation parce que c'était extrêmement riche et intéressant et je pense qu'on y reviendra. Enfin que voilà, on aura d'autres séances sur ces questions-là. Merci à tout le monde. Merci, merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, merci. Au revoir.